Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. Alors, à l'heure actuelle, on s'est beaucoup intéressé évidemment à l'élection présidentielle, mais notre vocation au Pluraliste, c'est également d'organiser des débats sur des sujets de société. La filière nucléaire et le sujet du nucléaire s'est imposé petit à petit dans l'élection présidentielle et c'est pour cette raison qu'on a fait le choix, qu'on a eu l'envie d'organiser un débat sur le sujet du nucléaire. Et pour couvrir ce sujet, on reçoit aujourd'hui deux intervenantes que je vais laisser se présenter. Alors on fait ça par ordre alphabétique, pour commencer. Donc Charlotte, je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Charlotte Mijon, je travaille pour le réseau Sortir du nucléaire depuis 13 ans maintenant. Voilà. Et on reçoit également Myrto Tripati de l'association Les Voix du nucléaire. Eh ben, donc voilà, tout est dit. Je suis Myrto Tripati, présidente fondatrice de l'association qui est un collectif de bénévoles qui s'appelle Les Voix du nucléaire. Voilà, et qui a vocation à faire reconnaître et intégrer le rôle de l'énergie nucléaire dans la transition énergétique et écologique. Et le réseau Sortir du nucléaire, il se fixe quelle mission principalement ? Obtenir une décision politique de sortie du nucléaire. C'est l'objectif C'est l'objectif de l'association, donc qui fédère des associations plus ou moins grandes ou petites, un petit peu partout en France, des associations de protection de l'environnement, des associations spécifiques qui sont créées par rapport à un site dédié, et des partis politiques également. Voilà, donc c'est extrêmement large et c'est une association qui est indépendante à 100% des pouvoirs publics. Effectivement, alors ça c'est une question. Comment sont financées vos associations ? Qu'on lève tout de suite le doute sur peut-être des je sais pas, conflits d'intérêts. Est-ce que vous percevez des financements de lobby ou d'acteurs de la filière, alors à la fois peut-être des ENR ou de la filière nucléaire ? Alors moi je peux répondre pour Les Voix, hein. Donc on est une association de bénévoles à 100%. Donc on couvre un champ d'adhérents d'abord qui n'est pas très important parce qu'on est assez jeune, hein. J'ai créé Les Voix en mars 2018. Donc on a un peu tous les âges, mais quand même avec une forte surreprésentation des moins de 35 ans, voire des étudiants. Et puis, on est sur un budget qui peut paraître ridicule, parce que quelque part, il l'est, et qui est aux alentours d'une centaine de kilos-euros, mais ce que depuis cette année. Et dont la très grande partie de ce petit budget est effectivement pourvue par Framatome, qui est un acteur de la filière nucléaire, une aide qui se monte à hauteur de 90 kilos-euros. Donc depuis pour la première année, et qui nous sert à couvrir désormais les frais de site web, de communication, d'impression, d'ours blancs, de choses comme ça, puisqu'on se retrouve dans la rue en ours blanc une fois de temps en temps. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne sert pas à faire vivre l'association, parce qu'on n'y parviendrait pas sur des budgets de cet ordre. Ce qui fait vivre l'association, c'est le salaire que les gens acceptent de ne pas percevoir pour y travailler, puisque quand même l'énorme majorité de ce qu'on fournit est du temps intellectuel. D'accord. Et comment est financé alors le réseau Sortir du nucléaire ? Alors, l'immense majorité de nos financements proviennent de dons de militants qui nous font des virements chaque mois. Une toute petite partie provient des cotisations des associations membres et très très ponctuellement, il peut y avoir un ou deux dons d'associations familiales, de fondations familiales ou de fondations type Un Monde par Tous. Mais l'immense majorité, ce sont des dons de particuliers. Et voilà, on a nos rapports d'activité financiers qui sont en ligne, donc c'est possible de regarder. D'accord. Alors, pour vous expliquer un peu comment s'est mis en place ce débat, on a décidé ensemble, en amont d'une trame du débat, pour centrer un peu, organiser les sujets. Et l'autre chose, c'est que vous retrouverez ce débat sur la plateforme Captain Fact, qui vous permettra de vérifier ce qui a été dit et également de contribuer à la vérification
des faits énoncés pendant ce débat. Donc le sujet du nucléaire s'est effectivement invité dans la campagne présidentielle et le sujet de l'énergie plus généralement parce que on se retrouve à l'heure actuelle dans un ciseau, si on veut, avec d'un côté l'obligation de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2050, ça c'est l'ambition de la France, et de l'autre côté de renouveler en très grande partie, voire quasi totalement, l'appareil de production électrique en France, puisque le parc de centrales nucléaires est vieillissant et a été surtout construit dans l'immense majorité entre la fin des années 70 et le début des années 80. Donc voilà, d'ici 2050, l'enjeu c'est cette baisse globale de la consommation d'énergie pour parvenir à la neutralité, mais également l'augmentation de la production d'électricité pour se débarrasser des énergies fossiles. Et la question aujourd'hui, c'est quelle est la place du nucléaire dans cette transition voilà, qu'est-ce qu'on décide collectivement à ce sujet. Fin octobre, le RTE, donc qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a rendu public un rapport présentant 6 scénarios sur l'avenir de l'électricité en France et en fait de l'énergie. Vos associations ont contribué, ont été invitées par RTE à se positionner sur ces sujets-là. J'ai lu les contributions de vos associations. Un communiqué de presse, ouais. Respectives. Ouais. Alors en fait, on n'a pas été invités. Oui. D'accord. Formellement, j'ai envie de dire, nous en tout cas au Voix, on a candidaté pour faire partie de la consultation et effectivement on a rejoint la consultation, alors plutôt sur la deuxième moitié de la consultation. On a participé à un certain nombre des groupes de travail qui étaient présents au sein de la consultation, qui a été extrêmement large, hein. Je pense qu'il faut vraiment saluer le travail de RTE parce qu'ils ont d'abord travaillé pendant 2 ans, ils ont modélisé l'intégralité du système électrique en intégrant les problématiques aux frontières, ils ont intégré énormément de paramètres et la consultation, donc moi qui en ai fait partie, avait en présence les grandes institutions, les grandes organisations de réflexion qui sont rattachées à l'État ou indépendantes, je pense à France Stratégie et à d'autres. Étaient présents les industriels, étaient présentes les associations, pas mal d'associations d'ailleurs qui s'inscrivent contre le nucléaire, comme le sont Negawatt, Greenpeace, la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, tous ces gens-là étaient présents. Nous les Voix, on était présents également, plutôt effectivement pour défendre la position inverse, pro-nucléaire. Vous aviez des individus reconnus pour leur expertise sur le sujet, des membres représentants du gouvernement, c'était vraiment très très large et je pense qu'à ce titre ils ont vraiment fait un travail d'une exhaustivité qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui à ma connaissance n'a jamais été produit ailleurs en Europe en tout cas. Alors, si on s'intéresse maintenant au regard que vos associations portent sur ces travaux et ces... vous voulez dire quelque chose? Oui, non, si je peux juste compléter, nous-mêmes, sûr. on n'a pas participé, on n'a pas été sollicité. En revanche, le réseau Sortir du nucléaire est adhérent du réseau Action Climat, qui lui-même a participé, envoyé notamment des contributions. D'accord. Ouais. Et alors, comment est-ce que vos associations ont accueilli ce rapport de RTE? Quel regard vous avez sur les scénarios qui ont été établis? Alors je dirais un regard assez nuancé, on va dire. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, il y a eu un énorme travail de réaliser en termes de modélisation, de collecte de données, qui était, il faut le dire, oui, très, très ambitieux, très poussé. Beaucoup de monde qui a été sollicité. Et quant aux conclusions auxquelles parvient ce rapport, moi je soulignerais plusieurs points. Tout d'abord, pour la première fois, on a une instance, tout ce qu'il y a de plus officiel, qui reconnaît
que le 100% renouvelable est possible, qu'il est compatible avec l'atteinte de la neutralité carbone. La vidéo a été coupée quelques secondes parce qu'on a eu une alarme incendie. Voilà, c'est les aléas de la vidéo, mais on reprend tout de suite. Et donc, Charlotte vous expliquait donc que c'était la première fois qu'un organisme public reconnaissait un scénario possible du 100% renouvelable. C'est ça. Donc alors, il y a eu l'ADEME précédemment, mais qui a fait peu de bruit en 2015. Mais là, donc, RTE reconnaît très officiellement que le 100% renouvelable est possible, techniquement possible, que ce n'est pas une lubie inatteignable, que par ailleurs c'est compatible avec nos objectifs de neutralité carbone, que c'est compatible avec la sécurité d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose, ça fait du bien qu'une instance publique le reconnaisse enfin. C'est pas le premier travail sur le 100% renouvelable, il y en a déjà eu d'autres avant, des travaux notamment ceux de l'ADEME, des travaux associatifs comme ceux de Negawatt. Il y a eu d'autres exercices un peu partout dans le monde, notamment l'université de Stanford a publié en avril dernier une compilation de scénarios 100% renouvelables sur différents territoires. Donc voilà, c'est une contribution importante qui montre que cet objectif est atteignable. Ceci étant dit, nous nous interrogeons très fortement sur certains des présupposés qui figurent dans ce rapport. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail. Myrto, vous, de votre côté, quel bilan vous tirez au sein des voies du nucléaire de ce travail de RTE ? Le bilan qu'on tire, et qui est aussi d'ailleurs celui tiré par RTE lui-même, et les conclusions qui sont tout à fait disponibles et accessibles, c'est que le nucléaire finalement augmente assez considérablement nos chances d'atteindre nos objectifs de neutralité carbone, et ce dans les meilleures conditions possibles, puisque tous les scénarios qui intègrent du nucléaire, et d'ailleurs plus ils intègrent du nucléaire, plus finalement démontrent une empreinte carbone plus faible, une empreinte environnementale sur la consommation des ressources naturelles, sur l'artificialisation des sols, sur les pollutions qui sont bien inférieures, et puis une question de coût aussi qui est absolument critique, parce que d'abord il n'y a pas que la transition énergétique dans la vie, il y a aussi tout un tas de considérations sociales, d'éducation, de justice qui doivent être adressées, mais aussi parce qu'il y a tout un tas d'autres champs de la transition énergétique en dehors de l'électricité elle-même qui doivent être adressés. Donc c'est important qu'on le fasse de la manière la plus efficace possible. Enfin, ce que ce rapport dit aussi, c'est que si le 100% renouvelable dans certaines conditions est effectivement possible, théoriquement, il est aussi très technosolutionniste, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur énormément d'innovations, énormément de technologies, et même de technologies de rupture qui aujourd'hui sont à l'état de R&D ou de démonstration. Le rapport a été fait aussi en partie avec l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, et une des conclusions, c'est que 90% des technologies qui sont mises en avant et utilisées pour rendre ce 100% renouvelable possible sont aujourd'hui pas à l'état de maturité industrielle. Donc là, on a une question aussi de délai. Quel genre d'enjeu, quel genre de pari on fait pour assurer l'approvisionnement électrique des Français, et est-ce que finalement parier sur la technologie oui, un petit peu le technosolutionnisme est ce qu'on recherche à tout prix. Je sais pas si on en a les moyens, je ne sais pas si on a le temps de faire ça alors qu'on a des solutions à portée de main disponibles aujourd'hui. Et puis finalement, peut-être dernier point, parce que je pense qu'il a son importance, en tout cas pour nous, et aussi en particulier au regard de l'actualité aujourd'hui, la sécurité du réseau est quand même très entamée. Plus on intègre d'énergie intermittente sur un réseau électrique, parce qu'au-delà de renouvelables, la question c'est surtout est-ce que c'est énergie intermittente ou pilotable. Et la sécurité du réseau l'est pas forcément et nous fait dépendre à hauteur de 10% de l'extérieur et des importations à des moments où on peut s'attendre à ce que les autres pays eux aussi soient en tension puisque sont soumis au même régime climatique, et donc on peut s'attendre à avoir quand même une portion d'aléas sur la sécurité du réseau électrique qui est quand même assez considérable.
Charlotte, je vous laisse... Ouais, alors juste, quand j'entends dire que le 100% renouvelable, c'est du technosolutionnisme, quand on parle de nucléaire, c'est quand même aussi du technosolutionnisme. Moi, alors, pour commencer sur les biais là, qui me semblent devoir être pointés quant à ces travaux, si poussés soient-ils, c'est tout d'abord, il y a eu une version sobriété des scénarios qui malheureusement n'a pas été mise en avant. Et ça c'est vraiment important. Alors, effectivement, on peut peut-être préciser, RTE, dans les rapports, effectue une analyse globale et envisage ensuite différents cas de figure qui viennent moduler finalement les besoins en énergie, dont effectivement une variable sobriété. Tout à fait. Sachant que cette variable sobriété aurait pu même aller plus loin, des scénarios comme ceux de Négawatt, par exemple, vont plus loin. Quant aux différents points qui nous interpellent, tout d'abord, on constate que un certain nombre de scénarios se basent sur des hypothèses de prolongation de la durée de fonctionnement des réacteurs existants au-delà de 50, voire de 60 ans. Or, l'autorité de sûreté nucléaire elle-même, Bertrand Drozouk, donc le président de l'ASN, l'a très bien dit donc en avril dernier devant des sénateurs, que jusqu'ici, il y a une justification qui a été donnée pour la prolongation de 40 à 50 ans, mais qu'il n'y a rien qui atteste que cette prolongation soit possible au-delà de 50 ans, parce qu'il pourrait y avoir des problèmes avec les cuves, des réacteurs qui pourraient donc rencontrer des vulnérabilités. Donc à partir de là, postuler cette prolongation-là nous semble quand même extrêmement hasardeux. D'autre part, sur la question des technologies, là je ne suis pas d'accord en fait. Les énergies renouvelables, elles existent, elles connaissent par ailleurs des progrès très très importants. En revanche, les EPR2, ils sont encore dans les cartons. Les EPR2, ils sont encore dans les cartons, et quand on voit l'état du chantier de l'EPR de Flamanville, eh bien, il y a tout lieu de penser qu'on ne peut pas prétendre que d'un coup de baguette magique, les nouveaux réacteurs EPR pourront sortir de terre au moment voulu. D'ailleurs, dans le rapport, il est prévu que la première paire de réacteurs sorte de terre en 2035. Je ne sais pas si cela vous a frappé, mais peu de temps après la sortie du rapport, le média en ligne Contexte a publié un document interne de la Direction générale de l'énergie et du climat qui attestait qu'en réalité, il y avait encore tellement de travail d'ingénierie à fournir sur ces EPR2 qu'il était complètement hypothétique de les voir raccordés au réseau en 2035. L'horizon était plutôt 2040, voire 2043, voire même 2045 dans un scénario dégradé. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on base ces scénarios sur des hypothèses de disponibilité de réacteurs qui sont contestables au regard des retards que connaissent un très grand nombre, à peu près les 3/5 des réacteurs en construction dans le monde actuellement connaissent des retards. L'EPR de Flamanville connaît 11 ans de retard. L'EPR d'Olkiluoto, on aura l'occasion de revenir sur les travaux de l'EPR. Oui, mais juste pour dire, la question de la disponibilité, de la capacité de la filière à se mettre en ordre de marche pour produire ces réacteurs pose question. Alors, par ailleurs, si je vais résumer et puis donner quelques éléments par rapport au scénario de RTE. Et effectivement, alors, dans tous les cas de figure, effectivement, par rapport aux énergies renouvelables, les rapports de RTE prévoient un minimum de 50% d'énergie renouvelable. Donc dans tous les cas de figure, ce qui est important de comprendre, c'est que notre pays devra de toute façon développer une filière ENR de manière importante. Et effectivement, alors 3 scénarios sur les 6 envisagent un développement de nouveaux nucléaires, donc avec des pourcentages qui varient alors de mémoire entre 25, 36 et 50% à horizon 2050. Et donc, le scénario 25% d'énergie nucléaire en 2050 implique la construction de 6 EPR. Celui
à 37% de 14 EPR et celui à 50% d'énergie nucléaire en 2050 de 14 EPR et la prolongation a donc plus de 50 ans. 60 même. Plus de 60 donc des anciens, enfin des réacteurs actuels. Voilà quelques éléments de contexte pour que chacun comprenne bien de quoi on parle. Et donc pour résumer, si je comprends bien la position du réseau Sortir du nucléaire sur cette question-là, c'est que l'objectif ce serait certes une transition avec des ENR, mais en mettant vraiment l'accent sur la sobriété pour limiter au maximum les besoins électriques futurs. Tout à fait. Puisqu'il y a des forts partis pris dans le scénario de Négawatt. Peut-être que ça peut être intéressant de rebondir peut-être à ce stade, hein, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Et puis comme ça, on n'oubliera pas quelle a été la position de Charlotte sur ces questions-là. Je pense que ce qui est important aussi de souligner, c'est que, alors peut-être contrairement au réseau Sortir du nucléaire qui, eux, veulent sortir du nucléaire, nous, notre position, c'est que les renouvelables sont absolument indispensables et qu'il va en falloir, et qu'il va même en falloir beaucoup plus que ce qu'on a aujourd'hui, puisque nous, notre cible, elle n'est pas technologique, elle est bien un objectif climatique et un objectif environnemental et humain, puisque aujourd'hui, le nucléaire, mais pas le nucléaire seul, est quand même la source d'énergie la plus incapable d'adresser ce triple défi qui est la stabilisation du climat, la préservation de l'environnement et le développement humain avec la fourniture d'une énergie stable, fiable et aussi économique que possible, même si évidemment elle n'est pas toujours. Donc ça étant dit, il faut des renouvelables parce qu'on a encore énormément de champs de notre économie qui sont fossiles. Hein. On a 80% de notre énergie qui est fossile. On a une quantité non négligeable qui est biomasse. Et la biomasse, donc tout ce qui est organique, génère des pollutions et génère des émissions de gaz à effet de serre qui sont considérables. Donc les énergies renouvelables doivent aider à sortir de ces énergies-là. Et puis surtout, ces énergies renouvelables ont vocation à augmenter la part d'électricité dans le mix énergétique global français. Et c'est là que moi je ne partage pas les scénarios de sobriété électrique, même si je partage les scénarios de sobriété énergétique, c'est qu'on va avoir besoin de plus d'électricité et de plus d'électricité décarbonée pour faire cette transition et pour décarboner au maximum les systèmes qui sont les nôtres. Donc ça me paraît vraiment très important à poser comme cadre, c'est qu'aujourd'hui la transition va se faire à partir de plus d'électricité décarbonée. Une toute petite remarque technique, c'est en fait, lorsque vous appuyez les mains sur la table, ça résonne un tout petit peu et du coup ça s'entend. Excusez-moi, c'est l'enthousiasme. Donc ça c'est la première chose. Après on a parlé de la durée de vie des installations, donc ça c'est important, hein. Évidemment dans une optique aussi d'économie circulaire, de finalement exploiter ce qu'on a le plus longtemps possible et de ne pas faire ne serait-ce que de l'obsolescence programmée, ce qui aujourd'hui, toutes les politiques qui visent à arrêter des centrales, mais comme on arrêterait n'importe quel autre équipement qui est parfaitement en état de fonctionner, pour le remplacer, serait quand même une aberration écologique et climatique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en France, on a une doctrine très particulière qui est celle de n'autoriser le fonctionnement d'une centrale nucléaire que tous les 10 ans et que pour 10 ans. Et qu'au bout de 10 ans, l'autorité de sûreté nucléaire réévalue intégralement la capacité de cette centrale-là à poursuivre 10 années de plus. D'où, évidemment, bien sûr, la déclaration du président de l'ASN qui a dit « moi, en tant qu'autorité de sûreté, je ne peux me prononcer que sur ce qui est mon mandat pour l'instant et ce qui sont les évaluations que j'ai faites, qui sont pour les 10 prochaines années, et pas au-delà. » Et sur quoi il a parfaitement raison, il est tout à fait dans la doctrine française. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que nos centrales sont parfaitement en état de marche, qu'aujourd'hui, elles ont fait la démonstration qu'elles étaient capables de passer ces paliers, les uns après les autres, et puis charge à nous, et puis charge à l'industrie, hein, de faire en sorte qu'elles arrivent à passer les suivants et assurer l'approvisionnement électrique.
Et ce qu'on peut faire, on peut aussi évaluer ça par comparaison avec les centrales jumelles existantes de nos centrales françaises qui se situent aux États-Unis, qui, elles, sont soumises à une doctrine d'autorité de sûreté un peu différente, qui est celle de la NRC, et qui ont obtenu des durées de vie allant jusqu'à 80 ans. On n'est pas en train de dire en France qu'il faut pousser toutes les centrales à 80 ans. Ça serait d'ailleurs probablement une bêtise. Et puis ce serait effectivement du wishful thinking dont on ne pourrait pas forcément évaluer les résultats aujourd'hui. Mais il ne faut pas faire de l'obsolescence programmée et dire, sans même en avoir fait l'évaluation, qu'il faut mettre au rebut un équipement qui fonctionne parfaitement bien. Ce qui a été le cas de la centrale nucléaire de Fessenheim, qu'on a arrêtée, alors que c'était, de l'aveu même de l'autorité de sûreté, la centrale la plus sûre du parc, et qu'elle fonctionnait extrêmement bien, et qu'au moment où elle a été fermée, on a renvoyé dans l'atmosphère près de 10 millions de tonnes de CO2. Donc c'était absolument d'accord, un drame écologique sans précédent, sans parler du territoire qui en a subi les conséquences économiques et sociales. D'accord. Je suis désolée sur les 10 millions de tonnes de CO2 renvoyées par Fessenheim au moment de sa fermeture. C'est faux, ça a été fact-checké en plus par AFP Factuel. Ça ne correspond à rien en fait. D'ailleurs, RTE elle-même l'a dit, la fermeture de Fessenheim n'empêche pas les émissions de CO2 d'origine électrique de la France de diminuer. Donc, on n'a pas tout d'un coup augmenté les émissions de gaz à effet de serre. Non, par rapport à Fessenheim... C'est pas ce que j'ai dit. Je me permets juste quand même de corriger. Non, mais... J'ai dit pas aller jusqu'à 10 millions de tonnes de CO2. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, ça dépend de par quoi vous remplacez cette électricité décarbonée. Il faut redire que le nucléaire est l'énergie la plus décarbonée de France. C'est l'énergie la plus décarbonée. Non, mais c'est factuel, de l'aveu même de l'ADEME et de toutes les organisations indépendantes qui sont en charge de ce type d'évaluation. Et effectivement, la centrale nucléaire de Fessenheim, selon les années, puisque ça c'est une estimation par an de ce que ça nous permet d'économiser en termes de millions de tonnes de CO2, permettait d'éviter l'émission de 6 à 10 millions de tonnes de CO2 selon qu'elle est remplacée par du gaz, par du charbon, par les autres alternatives qui doivent venir en renfort et en soutien des énergies renouvelables intermittentes que sont le soleil et le vent, qui ne sont pas capables d'assurer à elles seules l'intégralité d'un réseau électrique et qui ont besoin d'être complémentées par une énergie dite pilotable. Et ces énergies pilotables, malheureusement, il n'y en a pas 50. Il y a des énergies fossiles qui le sont. Il y a le nucléaire et il y a les barrages hydroélectriques. Charlotte. Alors, juste pour revenir là-dessus, quand une centrale, l'électricité qui est appelée par le réseau lorsqu'une centrale nucléaire ferme, c'est pas immédiatement du gaz ou du charbon. C'est d'abord des énergies renouvelables, en fait. Donc, et juste, je renvoie là-dessus, il y a quand même une évaluation de ce chiffre de 6 à 10 millions de tonnes de CO2. Pour revenir à Fessenheim, Fessenheim, certes, remplissait les conditions de sûreté requises dans le cadre de sa 3e visite décennale. Ceci dit, Fessenheim s'approchait des 40 ans, elle avait même dépassé, et si elle avait voulu aller au-delà de 40 ans, il lui aurait fallu remplir les conditions de sûreté requises pour la 4e visite décennale. C'est-à-dire notamment épaissir le radier en béton qui est sous la centrale, qui est particulièrement mince, plus mince que toutes les autres centrales françaises, ce qui est d'autant plus important qu'en cas d'accident, il aurait pu être percé très rapidement, et en dessous, on a une des plus grandes nappes phréatiques d'Europe. Or, Fessenheim ne pouvait pas satisfaire à cela. Il y avait déjà eu des travaux d'épaississement du radier dans le cadre de la 3e visite décennale. Par contre, il aurait été très difficile d'obtenir les marges suffisantes pour un épaississement nécessaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que EDF, très tôt, a fait le choix, alors même que le report de la fermeture a quand même été très loin dans le temps, de ne pas préparer la centrale à cette 4e visite décennale et de ne pas apporter même les preuves montrant qu'elle aurait pu y répondre. Je voudrais revenir... Vous faites référence à quelle... Oui, on est en train d'aller sur vraiment des considérations très techniques qui, pour le coup, sont peut-être trop précises. Pour résumer, donc, votre idée à sortir du nucléaire, c'est que
Donc la centrale de Fessenheim n'aurait pas répondu aux critères suffisants pour pouvoir être prolongée, et que ce que vous dites, c'est que EDF, même avec conscience que politiquement elle ne serait pas prolongée et que ça valait pas le coup d'entamer des travaux. Au-delà de politiquement, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça a commencé à être émise en 2012, cette idée de fermer Fessenheim. C'est passé dans la loi de transition énergétique en 2015, et effectivement l'exploitant, qui est un industriel, qui savait qu'il était censé à un moment ou à un autre fermer cette centrale nucléaire et ne pas poursuivre sa durée de vie, n'a pas fait les investissements qui de toute façon auraient été inutiles, comme les faits l'ont bien démontré, puisqu'elle a été fermée. Cela dit, quand même, pour rassurer tout le monde, il faut quand même savoir que l'ASN est l'autorité de sûreté réglementaire la plus contraignante au monde, avec les exigences réglementaires les plus importantes, y compris en Europe, et y compris si on la compare aux autorités de sûreté réglementaire allemandes, qui ne sont pas connues pour être particulièrement... pays qui n'est pas connu pour être particulièrement pro-nucléaire. Comment ça se traduit ? Ça se traduit très concrètement par le fait que les visites décennales françaises, et alors ça c'est unique également, imposent à tous les réacteurs français, y compris ceux 900 MW qui sont le premier palier, de atteindre les niveaux de sûreté de l'EPR, qui sont la 3e génération plus, qui est en cours de construction et qui a des niveaux de sûreté qui sont absolument exceptionnels. Donc je pense que là-dessus, il faut faire confiance aux autorités indépendantes de sûreté, qu'on n'est pas là pour faire non plus du conspirationnisme en ne croyant pas et en remettant en cause toutes les institutions et tous les organismes de recherche et de décision réglementaires, et que finalement aussi le retour d'expérience qu'on peut avoir de 40 ans de nucléaire français, de 50 ans de nucléaire mondial, c'est quand même que ça se passe très bien, que c'est une énergie très sûre, et surtout qu'on a eu plusieurs accidents majeurs. Les seuls systèmes électriques qui sont décarbonés aujourd'hui dans le monde, ce sont les systèmes à base d'hydro et de nucléaire. Il y a 6 pays qui ont atteint cette décarbonation de leur système électrique qui doit augmenter partout dans le monde pour assurer la transition énergétique. Et ce sont le Paraguay, l'Ontario, la Norvège, la Suisse, la Suède, la France. Et quand on n'a pas la chance d'avoir une capacité hydraulique de très grande importance, comme c'est le cas en Norvège, au Paraguay et au Québec, et ben dans ces cas-là, vous avez recours au nucléaire, et ça a été le choix de la France. Et finalement, même s'il n'a pas été fait pour ça à l'époque, je pense que ça a été un choix qui a été tout à fait pertinent, comme on peut s'en rendre compte aujourd'hui. La France est le seul pays du G20 à avoir décarboné son système électrique. On va s'arrêter sur la question de... Il y a eu beaucoup de choses de dites sur lesquelles je souhaiterais revenir, en fait, parce que là, il y a eu un petit peu un déséquilibre en termes de temps de parole. La difficulté, c'est que en allant d'un sujet à l'autre, on s'enfonce dans des directions qui ne sont pas forcément celles où on avait convenu au départ. Je voudrais revenir sur les enseignements, ou en tout cas les conclusions que tirait le rapport de RTE. Une de ces conclusions, c'est que dans les projections effectuées par RTE, alors il est dit 2 choses qui vous concernent et sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. C'est que l'option qui consiste à se passer du nucléaire implique des rythmes de déploiement des ENR qui sont parfois plus rapides que ceux des plus rapides de nos voisins européens. Alors ça, c'est concernant les ENR. Comment vous vous positionnez par rapport à cette encore une fois, là, on s'intéresse au scénario tendanciel, on ne s'intéresse pas au scénario sobriété. Et franchement, il faut s'intéresser au scénario sobriété. Et par ailleurs, si on va plus loin dans la sobriété, on n'est pas obligé d'avoir des rythmes délirants. Un exemple, le scénario Négawatt, qui donc a également réalisé un scénario de 100% renouvelable, dans le scénario Négawatt, on ne multiplie que par 2 à peu près le nombre de mâts d'éoliennes terrestres.
C'est pas délirant. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un effort important qui est fait sur la sobriété et l'efficacité, qui sont des leviers qui sont insuffisamment exploités, à notre sens, dans le rapport RTE. Par ailleurs, je voudrais revenir là-dessus, sur la question des coûts dans le scénario, dans les scénarios RTE, en fait. Le coût qui est affecté pour les renouvelables est quand même relativement pessimiste, celui pour le nucléaire quand même relativement optimiste. Et par ailleurs, on affecte un coût du capital semblable au nucléaire et aux renouvelables, alors que dans la vraie vie, ça ne se vérifie pas. Le coût du capital... Quand vous dites coût du capital, c'est ce que vous pointez, c'est que les conditions de financement pour le développement des ENR sont, alors, de ce que vous dites, plus faibles pour les ENR Tout à fait. Dans le monde actuellement, vous avez 17 fois plus d'investissement dans les renouvelables que dans le nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il est subventionné. Mais investir dans le nucléaire, ça coûte extrêmement cher. Ce sont des travaux qui sont extrêmement longs. Il peut y avoir énormément d'aléas. Donc les investisseurs privés, ils ne se bousculent pas. La preuve, c'est que si jamais EDF, si jamais on se lance dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien il faudra que l'État mette la main à la poche, parce que EDF seul n'a absolument pas les moyens de financer la relance de son parc. Donc, c'est intéressant, je pense qu'on part du même constat, mais qu'on n'en tire pas forcément les mêmes conclusions. Donc, on va... Je voudrais juste revenir sur pas mal d'autres choses qui ont été dites aussi, même si peut-être ce sera abordé à d'autres moments. Et quel sujet ? Sur la question de la prolongation de la durée de vie des centrales. Peut-être parler du coût du capital, puisqu'on vient de par la suite. La filière et les projets, ça viendra à la suite de l'entretien. Par ailleurs, il y a un coût des mécanismes de flexibilité qui est quand même très élevé, alors même que... Par mécanisme de flexibilité, ce qui est expliqué dans le scénario de RTE, c'est que effectivement, plus on développe d'électricité renouvelable, plus des moyens doivent être envisagés pour équilibrer dans le temps, alors à la fois au niveau quotidien, mais entre les saisons, la disponibilité de l'énergie pour pallier aux difficultés des énergies renouvelables à être disponibles continuellement. Et donc dans le scénario de RTE, ce qui est envisagé, c'est le développement d'une filière de gaz vert qui consiste en fait à, lorsqu'elle est disponible en quantité, utiliser de l'électricité pour produire de l'hydrogène qui est ensuite stocké et utilisé ensuite pour produire de l'électricité à nouveau. C'est un des moyens, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle le power to gas. En fait, excusez-moi, je me permets d'interrompre parce que je pense que c'est important de reposer quelques bases de compréhension pour tout le monde. C'est que, en fait, le sujet qu'on a aujourd'hui avec... Alors, c'est pas les énergies renouvelables, parce que l'hydraulique, c'est renouvelable, la biomasse, c'est aussi considéré comme une énergie renouvelable. Donc là, on parle bien d'éolien et de solaire dans cette conversation. Sont des énergies intermittentes. Donc, elles présentent l'avantage... extrêmement important d'être décarbonés, et donc c'est pour ça qu'il faut soutenir et accompagner leur développement, en particulier là où elles permettent d'enlever des centrales fossiles. Par contre, elles sont intermittentes, c'est-à-dire que simplement elles fonctionnent quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Étant donné qu'on vit dans des sociétés qui ne fonctionnent pas que quand il y a du vent ou que quand il y a du soleil, on est bien obligé de compenser ou d'accompagner cette intermittence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un kilowattheure éolien solaire est toujours accompagné d'un kilowattheure, souvent gaz en l'occurrence, mais ça pourrait être nucléaire ou hydraulique, pour équivaloir à un kilowattheure, soit fossile, soit nucléaire, soit hydraulique. Et donc tous les mécanismes que vous décrivez, c'est des mécanismes qui viennent accompagner cette intermittence, éventuellement la compenser, et qui sont toute une infrastructure, tout un écosystème autour électrique de ces énergies-là, qui sont du stockage, qui sont du pilotage de la demande, qui sont des volants inertiels, qui sont tout ce qui compense des interconnexions supplémentaires, tout ce qui compense finalement cette faiblesse de service rendu au réseau. Donc je pense que ça, c'est important de le préciser. C'est aussi cette intermittence qui fait que les énergies éoliennes et solaires, qu'on a voulu à juste titre aider,
bénéficient d'une injection prioritaire au réseau. C'est pour ça qu'on les appelle en premier, ce que Charlotte a cité tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça qu'elles sont très fortement soutenues financièrement par les pouvoirs publics, ce qui fait qu'effectivement, elles bénéficient d'un coût de l'argent qui est extrêmement bas, ce qui évidemment se comprend quand vous savez que pour les investisseurs derrière, qui sont les banques, les financeurs privés, etc., eh ben, il y a un taux de rentabilité qui est garanti par les fonds publics, l'État, qui assure la rémunération de ces énergies, quel que soit finalement leur service rendu, puisque c'est finalement décorrélé, leur production est décorrélée de la demande. À ce titre, Charlotte a tout à fait raison quand elle dit que le coût de l'argent pour le nucléaire est aujourd'hui sur les marchés bien plus élevé. Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est très bien que RTE ait décidé de prendre comme hypothèse un même coût pour qu'on puisse faire une vraie évaluation comparée, parce que sinon, on n'était pas capable de faire cette comparaison. Pourquoi est-ce que ce coût de l'argent est extrêmement élevé? Parce qu'effectivement, il y a un risque politique sur les projets, que les investisseurs privés ont tout à fait intégré, dont Fessenheim est la preuve, dont la sortie du nucléaire allemande est la preuve, dont les atermoiements en Belgique sont la preuve. Vous pouvez très bien mettre votre argent et tout ce que vous avez dans un projet, et finalement, il est politiquement interrompu, arrêté, et sa rentabilité mise à mal. Donc, ils intègrent de Flamanville, c'est pas un problème politique. Ils intègrent. Non, mais je parle en général du financement nucléaire. Vous avez raison. Charlotte, je finis juste ce petit bout. Ils intègrent ce risque-là à l'intérieur du coût de l'argent. Et effectivement aussi, comme c'est des projets qui sont longs, c'est des grands projets d'infrastructure et qui sont très capitalistiques en entrée. Eh ben, effectivement, c'est un coût de l'argent qui est très important, et c'est une difficulté, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision politique qui dépasse finalement les mandats électoraux, qui dépasse les effets de mode, pour être capable d'investir dans un outil qui assure l'avenir et qui donne une visibilité sur l'avenir. Donc sur le coût du capital, précisément, là ce qu'on comprend c'est que donc les énergies renouvelables sont davantage... font davantage l'objet d'un consensus politique et d'aide, et avec un coût de rachat. C'est pas que politique. Je veux dire, vous regardez les chiffres de l'AIE, le coût du capital est beaucoup plus élevé de manière générale pour le nucléaire que pour les renouvelables. Et c'est pas politique. Je veux dire, par exemple, même l'EPR de Flamanville, c'est surcoût. Je veux dire, c'est pas les antinucléaires qui sont responsables des surcoûts de l'EPR de Flamanville. C'est pas les antinucléaires non plus qui sont responsables de ceux d'Olkiluoto, du retard à Taishan, du retard... je veux dire, sur 55 réacteurs en construction dans le monde, je le répète, il y en a 30 qui sont en retard. Et donc, ça ne dépend pas que de facteurs politiques. Ça veut dire aussi que construire un réacteur nucléaire, ça veut dire investir beaucoup pour un projet qui va mettre énormément de temps à sortir de terre et qui ne sera rentable beaucoup moins rapidement que les énergies renouvelables. Et par ailleurs, ce que je voudrais souligner, en fait, c'est que d'un point de vue, en fait, d'objectif, si notre objectif est la neutralité carbone, de ce point de vue-là, il est extrêmement risqué, de notre point de vue, de tabler sur la construction de réacteurs dont on ne sait pas dans quelle mesure ils pourront être au rendez-vous le moment venu. Comme je le disais, les informations qu'a soulevé le média Contexte montraient que les EPR2 n'étaient pas au point en termes d'ingénierie, qu'au regard des durées de construction même déjà survenues sur de précédents réacteurs, celles qui étaient proposées étaient beaucoup trop optimistes. Donc, on a déjà des durées de construction qui sont lentes, et RTE a d'ailleurs insisté sur l'extrême importance qu'on arrive à tenir ces échéances au regard de la neutralité carbone. Et en plus, on a des risques de retard qui sont très importants au vu... Enfin, il y a un historique. Il y a un historique dans l'industrie nucléaire française, on y reviendra peut-être, mais de malfaçon, de perte de compétences, d'incidents,
de choses qui n'ont pas été, de consignes de sécurité qui n'ont pas été transmises. On reviendra en détail dans une autre partie sur l'état de la filière actuelle du nucléaire. Là, vous soulevez un point que je voulais évoquer. Effectivement, RTE, dans son rapport, explique qu'à l'origine, ils avaient la volonté de proposer des scénarios contenant davantage de nucléaire à horizon 2050, avec par exemple 60 ou 70% d'énergie nucléaire, mais que c'est pour le coup vraiment les acteurs de la filière qui ont dit stop, nous on n'est pas capable de garantir, de faire des projections pour davantage, pour plus que 14 EPR2 à horizon 2050. Ce qui, d'ailleurs, dans le rapport de RTE, constitue déjà un véritable défi technologique. C'est présenté bien sûr. Alors, en fait, comme il faut quand même se dire que les 6 scénarios présentent un véritable défi technologique. L'atteinte par la France, par l'Europe, par le monde du net zéro en 2050 est un défi pour tout le monde qui va requérir des défis technologiques, une contribution des systèmes financiers qui vont devoir faire un effort pour toutes les technologies décarbonées, ça va demander des efforts de sobriété. Alors bon, moi je fais la différence entre sobriété énergétique et sobriété électrique, puisque aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre sont sur la partie énergie hors électricité, en France en tout cas. Donc là-dessus, vous avez raison. Sur le point que vous soulevez, il est intéressant parce qu'il est extrêmement débattu en ce moment, y compris au sein de la filière. Concrètement, Charlotte parlait tout à l'heure d'historique. On a effectivement un historique de la manière dont le nucléaire est capable de décarboner les économies sur lesquelles il est implanté. Aujourd'hui, on n'a pas d'historique pour le 100% renouvelable, ça n'a jamais été fait, ils n'ont jamais réussi à le faire aujourd'hui, alors ça n'a que 20 ans, on a 20 ans d'expérience, ce qui est quand même beaucoup, peut-être encore pas assez, en tout cas ça n'a pas suffi à faire cette démonstration du 100% renouvelable, qui aujourd'hui n'a été démontré que théoriquement sur la base de papiers de recherche, qu'on ne sait pas mettre en œuvre. Donc en termes de pari, je pense que là on a aussi un vrai sujet. Encore une fois, je pense qu'il faut un mix des énergies au sein d'un mix énergétique. Et donc ça m'amène à la question que vous aviez, c'est que effectivement l'industrie nucléaire, qui est une industrie avec beaucoup d'expérience, 75% de l'électricité française depuis les 40 dernières années, la France qui est un pays plutôt très développé, plutôt très électro-intensif, c'est pas rien comme expérience. Et donc ils sont assez prudents. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que depuis plusieurs années, ils ont été mis sur un cap où on leur a dit il faut que vous ne pourrez pas faire plus que 50% et vous allez même décroître. On va fermer artificiellement, arbitrairement des centrales parce que ça a été décidé politiquement et que donc la filière s'est mise en conformité finalement de cet ordre qui lui a été donné par son ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Environnement. Et donc effectivement, quand RTE leur a posé la question, ils ont dit non, nous on est en configuration de répondre à ce qui est dans la loi, encore aujourd'hui, même si dans les médias on entend de plus en plus d'appels à faire plus, parce que je pense qu'on commence à remettre nos priorités dans l'ordre et à mettre d'abord le combat contre le changement climatique et la préservation de l'environnement et après la sortie du nucléaire, éventuellement si on arrive à atteindre les premiers objectifs, et finalement aujourd'hui dans la loi les termes sont ce qu'ils sont et on est encore dans une situation où EDF, on lui demande de fermer des équipements, des installations qui sont parfaitement opérationnelles. Donc c'est vrai, ça a été la réaction de la filière. Maintenant, moi je fais partie des gens qui pensent qu'on doit pouvoir faire plus, qu'il serait souhaitable qu'on puisse faire plus et qu'il y a peut-être un certain nombre de dispositions qu'on peut prendre, comme on les a pris dans le passé, comme on les prend aujourd'hui pour les énergies renouvelables, pour essayer d'accompagner une réémergence et une accélération d'une transition énergétique que normalement tout le monde appelle de ses voeux. Là, je voudrais terminer ce point sur le rapport de RTE. En fait, mon impression en lisant des documents, c'est que derrière ce débat des pro ou anti-nucléaires, la racine, c'est pas tellement un débat sur
la technologie, mais plutôt une vision du monde en fait. Quand d'un côté un réseau comme Sortir du nucléaire s'appuie sur les scénarios de Négawatt, il y a quand même la volonté derrière de minimiser vraiment son empreinte sur la société, d'utiliser le moins possible de matériaux. C'est la critique qui est faite, alors la critique ça dépend d'où on se positionne, mais c'est peut-être parfois de s'approcher de la décroissance, ou en tout cas de vouloir minimiser vraiment au minimum les impacts et le recours aux technologies. Par exemple, le scénario Négawatt envisage pour la construction beaucoup de le recours au bois, à la terre et à la paille. Donc on voit que c'est des partis pris politiques très forts et très tranchés, alors que de l'autre côté, le discours des pro-nucléaires, c'est plutôt dire on va amortir et finalement essayer de ne pas bousculer notre mode de vie, ou en tout cas le moins possible, décarboner, mais sans fondamentalement remettre en question notre manière de vivre. Alors ça, je vais m'inscrire en faux là-dessus, parce que c'est en particulier pas du tout notre position et pas la mienne. C'est que moi je pense pas du tout que recourir au nucléaire, ça soit ne pas questionner le système dans lequel on vit et ne pas questionner nos modes de consommation, etc. Bien au contraire. Par contre, ce que je pense, c'est que le recours au nucléaire, c'est laisser ce choix de quel est le système dans lequel ils veulent vivre aussi aux générations à venir. C'est-à-dire ne pas aller dans le mur tout de suite et se donner le temps de changer les choses, d'abord démocratiquement, et en embarquant finalement tout le monde, et en le faisant avec la progressivité nécessaire à ne pas se retrouver dans des situations où climatiquement on sera arrivé dans une telle situation d'événements climatiques extrêmes, de changement des saisons, de inadaptation des populations, qu'elles soient animales, végétales ou humaines, aux environnements dans lesquels elles sont, qu'en fait on ne pourra plus faire de mitigation, on ne pourra plus faire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on concentrera toutes nos ressources dans l'adaptation, et on fera que faire de la résistance finalement aux éléments, à la situation, et qu'on ne sera plus en mesure de revenir dans un état stabilisé où les gens retrouveront la maîtrise de leur choix, la maîtrise de leur avenir. Et moi, je fais partie des gens, en tout cas, je le pense comme ça, et c'est peut-être parce que j'ai des tout petits enfants, mais je me sens pas le droit de me substituer à leur choix. De quel système, dans quel système ils veulent vivre. Et juste parce qu'on a beaucoup parlé de Négawatt, c'est important de rappeler que Négawatt, c'est une association d'abord, et c'est pas un organisme de recherche ou quoi que ce soit, et c'est pas particulièrement indépendant, mais surtout que Négawatt, qui est né aussi du mouvement antinucléaire mondial, s'appelle Négawatt, et que Négawatt, ça veut dire pas d'électricité. Donc c'est même pas tant la question de la sobriété, c'est qu'ils veulent vraiment baisser l'empreinte électrique, la consommation électrique, ce que je comprends, qu'un parti pris qui leur appartient. Par contre, il faut se le dire très clairement, quand on parle d'électricité, quand on focalise l'attention sur le nucléaire ou sur les énergies renouvelables intermittentes, on détourne l'attention de ce qui est l'empreinte environnementale sur la consommation naturelle des ressources, sur le changement climatique et sur le fait que les gens ont besoin d'une électricité qui soit fiable, accessible, économique et qui apporte une certaine indépendance énergétique. Et je pense qu'aujourd'hui, les bruits de bottes aux frontières de l'Europe nous le rappellent incidemment. Donc c'est important de se souvenir et de parler aussi, je sais plus si c'est dans la liste, mais je pense que ça devrait, de parler de ce qui est empreinte environnementale, je l'ai cité à plusieurs reprises. Le nucléaire a une densité énergétique si faible, enfin si importante, qui fait qu'en fait, il a la plus faible empreinte environnementale de toutes les formes d'énergie au kilowattheure rapporté. C'est-à-dire les matériaux que vous consommez, l'empreinte au sol que vous prenez, c'est la plus faible de toutes les énergies existantes, et en particulier des énergies très diluées, comme le sont l'éolien et le solaire, qui finalement requièrent énormément d'équipements pour capter des bribes d'énergie très réparties dans l'espace. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, et je pense que c'est important que je puisse prendre un petit peu de temps pour revenir dessus. Déjà, pour parler d'indépendance énergétique, quand même rappeler la dernière mine d'uranium française a fermé en 2001.
Donc actuellement, d'où vient... Alors les mines d'uranium, on en parlera après. Oui. Pour revenir sur il y a beaucoup de choses à venir sur la question des générations futures, de la démocratie. Oui, tout à fait, sur le modèle de société. Le modèle de société. Ce qui est utopique, c'est de croire qu'on va pouvoir continuer avec notre mode de vie actuel encore longtemps, qui est insoutenable, d'un point de vue énergétique. Et c'est un tout, à la fois la consommation électrique, la consommation de ressources. Et pour moi, la consommation électrique fait partie de tout cela, en fait. On ne peut pas partir du principe qu'on peut avoir une société sobre si on continue par avoir des immeubles éclairés la nuit, du chauffage qui tourne dans des logements, dans des bureaux où il n'y a personne, si on a des écrans publicitaires vidéo partout. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Voilà. Au moins, le fact-checking sera rapide. Et par ailleurs, ce que je voulais dire, c'est sur la question des générations futures, du choix démocratique. Rappelons quand même, le nucléaire n'a jamais fait l'objet d'un vote. Le nucléaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de la part des représentants des Français. Le nucléaire a été imposé. Les déchets nucléaires, à l'heure actuelle, sont imposés aux populations. Là encore, on parle d'un fardeau qu'il va falloir gérer pendant des durées qui dépassent celles des civilisations humaines. Et pour le dire, les générations futures, moi, c'est aussi pour ça que je pense que c'est important de se passer du nucléaire. C'est-à-dire qu'on va malheureusement vers une multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Et dans ce cadre-là, il vaut mieux tabler sur un système énergétique qui soit le plus résilient possible, le plus sobre possible, le moins dangereux possible. Le nucléaire lui-même exige, et c'est un système complexe, de haute technologie, qui nécessite une surveillance constante et qui surtout nécessite une stabilité politique et une stabilité, c'est-à-dire pas de conflit, à l'échelle de l'Europe. Si vous regardez d'un point de vue historique, une période d'un siècle sans conflit, on n'a pas connu ça. On ne peut pas tabler sur le fait que on va continuer à avoir tout le temps la paix en Europe. Donc, par ailleurs, se pose la question de la vulnérabilité même des centrales nucléaires aux phénomènes climatiques extrêmes. Je rappelle que notamment certains réacteurs comme la centrale nucléaire de Gravelines sont construits en bord de mer, donc vulnérables à la montée des eaux, que certains réacteurs... il y a une note qui est extrêmement intéressante de l'IRSN qui explique cela très bien sur les conditions pour la prolongation au-delà de 40 ans des réacteurs, dans lequel il y a un point qui est souligné, c'est le fait qu'il y a certaines exigences de tenue des équipements au grand chaud. Or, la tenue au grand chaud de certains équipements de secours, notamment diesel de secours, leur bon fonctionnement n'est pas démontré par EDF. Les calculs d'EDF ne sont pas convaincants. La manière de calculer les températures d'EDF n'est pas reconnue comme convaincante par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc, à partir de là, vraiment, si on pense aux générations futures, il vaut mieux se diriger vers un système qui soit le plus sobre possible, le plus résilient possible, le moins complexe possible, le moins dangereux possible. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'était dit tout à l'heure, le nucléaire fonctionnait sans problème. On a quand même eu déjà 2 accidents majeurs dans le monde. Je rajoute en plus l'accident nucléaire de Mayak. Il n'y a rien qui nous garantit, et l'autorité de sûreté nucléaire elle-même le répète. Il n'y a rien qui garantit qu'on n'aura pas un jour d'accident majeur en France. L'autorité de sûreté nucléaire a même mis en place un site qui s'appelle postaccidentel.fr. En même temps, pour le coup, on leur reprocherait de ne pas l'avoir prévu, si ça arrivait. Et puis en bon scientifique, vous ne pouvez jamais dire qu'il y a une probabilité 0 ou une probabilité 100. Et heureusement, ça me paraît... Si vous voulez bien, on va passer au sujet de la filière du nucléaire. Alors du coup, moi aussi, j'ai des petites réponses quand même à apporter de temps en temps. Je sais bien, je vais juste me permettre un petit droit de réponse quand même, parce que il y a des sujets qui ont été abordés par Charlotte qui sont importants et qu'on n'avait pas abordés avant, notamment celle des conflits et de la vulnérabilité des centrales au changement climatique. Je pense que c'est important, et de la simplification. Encore une fois, donc moi je ne suis pas du tout anti-renouvelable. Je pense que les renouvelables ont leur place
intermittentes notamment, et doivent l'avoir en particulier sur tout ce qui n'est pas système électrique, donc tout ce qui n'est pas décarboné aujourd'hui. Et il y a énormément de renouvelables thermiques qu'on devrait encourager très fortement. Aujourd'hui, l'empreinte carbone principale étant dans tout ce qui est transport, réfrigération, air conditionné, qui sont les grands champs de carbonation et auxquels on peut rajouter l'industrie et l'agriculture. Aujourd'hui, pour faire un système 100% renouvelable électrique, qui est ce dont on parle, mais c'est quand même une toute petite portion. Il faut se rappeler que l'électricité en France, c'est à peu près 22% de l'énergie totale. Donc on est en train de débattre sur 22% qui est déjà décarboné et de comment le remplacer par un autre truc qui l'est aussi et de dégager ce qui existe pour mettre des trucs nouveaux au-dessus. Donc on est vraiment, de mon point de vue, à côté de ce que devrait être la priorité, l'objectif principal. Mais bon, admettons, si vous voulez faire du 100% renouvelable électrique, en fait, c'est d'une grande complexité avec toutes ces nouvelles technologies qui sont aujourd'hui à l'état de démonstrateur et aussi un recours extrêmement important au numérique, au digital, au pilotage de la demande, pour assurer la simultanéité parfaite de la demande et de la production que requiert tout système électrique de manière générale. Donc je pense qu'on n'est pas du tout dans un système qui va être sobre, ultra résilient, low-tech. C'est absolument pas ce que démontrent aujourd'hui les quelques poches de tests et d'expérimentation qui ont pu être mises en avant. Sur la question de la vulnérabilité des centrales, je pense que c'est important de dire que EDF organise et a pour référentiel pour son parc le RCPI 8,5 degrés de réchauffement, qui est le scénario le plus important et le plus dégradé en termes de réchauffement climatique du GIEC, qu'on espère évidemment ne pas atteindre aujourd'hui à l'échelle mondiale entre 0,9 et 1,3 degrés de réchauffement. Donc le référentiel EDF c'est 8,5. Aujourd'hui, effectivement, les centrales sont plutôt en bord de mer parce que c'est les sources froides du refroidissement des centrales. Et sur un scénario 8,5, la montée est de 1 mètre des eaux. Et donc aujourd'hui, les centrales françaises sont complètement à l'abri de ce genre de choses. Et ce qu'on a comme événement climatique extrême, mais enfin même pas extrême, qu'on est déjà en train d'expérimenter aujourd'hui, c'est plutôt d'abord des périodes sans vent, comme on a pu connaître en septembre, en octobre et en janvier, où on a eu par exemple tout le parc ouest européen éolien qui a été à 7% de ses capacités. Donc ça, c'est effectivement, c'est des choses qui appellent à avoir énormément de redondance si vous avez de l'intermittent pour permettre un approvisionnement continu des populations. On s'arrête là. Et sur les conflits, on va pas parler la prochaine fois. Sur la filière nucléaire, il y a pas mal d'actualités en ce moment, puisque alors sous la pression d'Emmanuel Macron, la branche activité nucléaire de General Electric va être rachetée par EDF, qui n'en voulait pas. Après que, alors on le rappelle, en 2015, c'est justement Emmanuel Macron qui... oui, c'est écrit dans un article de Libération paru hier ou avant-hier. D'accord. Moi, je ne prends pas les articles comme source de premier ordre. Je considère que les sources de premier ordre, c'est là où l'information a été générée. Donc, les articles de presse, des fois, ont leur propre opinion à transmettre. Donc, je ne dis pas qu'elle est fausse, je dis juste que c'est... Je l'ai lu dans plusieurs sources de médias. Donc... ce serait pas très malin de leur part, mais c'est possible. À l'inverse, donc, c'est sous l'influence d'Emmanuel Macron, en 2015, que la branche activité nucléaire de Alstom avait été vendue à General Electric. Donc on fait un peu un retour en arrière sur ce plan-là. Ça donne l'impression que il n'y a pas justement de stabilité politique et pas de vision à long terme de la gestion de la filière nucléaire. Quel regard vous portez un peu sur ces atermoiements de la filière et pour vous, comment est-ce qu'elle devrait être structurée, cette filière nucléaire ? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, on a un problème de vision
nationale, j'ai envie de dire, voire européenne, hein, de ce que doit être notre avenir énergétique. Et qu'effectivement, quand vous lancez soit des grands programmes d'infrastructure, soit aussi des grands programmes qui s'appuient sur des transitions technologiques, si on veut aller vers plus d'éolien, de solaire, de renouvelables thermiques à l'échelle européenne, c'est des choses qui doivent s'anticiper et qui doivent se poursuivre dans la durée. Et effectivement, les cycles politiques aujourd'hui ne nous le permettent pas vraiment. Et si on devait, il va falloir qu'on le fasse, renouveler nos programmes nucléaires ou de grands barrages ou de choses comme ça, ce sont des projets au temps long. C'est des projets, plus on les retarde, plus ils arrivent en retard, effectivement, par rapport aux échéances qu'on se donne. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais en avoir besoin, parce que heureusement, la vie ne s'arrête pas en 2050. Et donc, si on a pris du retard au démarrage, raison de plus pour accélérer, prendre des décisions rapidement. Et puis surtout, tenir ces décisions dans le temps, parce que toute personne qui a un peu... s'est un peu intéressé à un projet industriel et un peu rentré dans le temps que ça prenait de faire les choses et de les faire bien, va se rendre compte qu'on peut pas subir comme ça des petits cycles de 3-4 ans, voire plus courts. Donc je peux que vous rejoindre sur la nécessité d'avoir une vision soutenue dans le temps et une vision qui s'attache, j'ai envie de dire, plus aux objectifs qu'aux objets. Et rappeler que finalement le respect démocratique de ce que les populations attendent s'attache encore une fois à l'objectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand le programme nucléaire français a été lancé à l'époque, et comme j'espère il va être relancé bientôt, finalement ce à quoi on répond, c'est aux sondages et aux attentes qui sont exprimées aussi en dehors des sondages, qui sont réponse au changement climatique, qui sont recours à une électricité accessible, autonomie stratégique de la France et de l'Union européenne. Et c'est à ces objectifs-là qu'il faut répondre. Et à ce moment-là, on regarde quelles sont les technologies à portée de la main, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qui a aussi une chance de nous tenir dans le temps, avec aussi un potentiel d'évolution et d'amélioration. Et puis on regarde le portefeuille des technologies à disposition, et puis on en choisit quelques-unes, et on fait avancer de cette manière. Vous avez pas mal mentionné tout à l'heure l'expérience qui avait été acquise par la France sur le sujet du nucléaire, et justement on voit bien qu'à cet égard, le contexte dans lequel les centrales ont été construites a rien à voir avec celui qu'on connaît aujourd'hui, puisque il y avait un très fort planification de l'État, un groupe public qui avait la mainmise, ou en tout cas la gestion de l'ensemble de l'activité électrique, alors qu'aujourd'hui la volonté de l'Union européenne c'est plutôt de libéraliser les marchés, de faire jouer la concurrence. Est-ce que cette optique libérale est compatible avec le nucléaire ? C'est pas une question de est-ce qu'elle est compatible, c'est est-ce qu'elle est souhaitable déjà ? Quand on parle de domaines aussi stratégiques et critiques pour les populations, moi personnellement je pense pas. Que ce soit souhaitable d'être dans un environnement complètement libéralisé et capitalistique, je ne pense pas que ce soit souhaitable sur ce genre de choses, comme ça ne l'est pas pour l'éducation, pour la santé. Pour moi, c'est des biens communs, des services publics, et trop soumettre à la compétition ce genre de choses n'est pas une bonne idée. Le faire peut-être un petit peu à la marge, pour s'assurer qu'on continue à bénéficier des bonnes pratiques, à se remettre en question, qu'on ne s'endort pas sur ses acquis éventuellement. Mais de là à le mettre en compétition, non, personnellement, je n'y suis pas favorable. Et puis pour ce qui est de la situation dans laquelle le parc a été généré à l'époque, pour moi, elle est finalement assez similaire. On était dans une situation où on arrivait devant un mur de ce qui était l'approvisionnement fossile. À l'époque, c'était la crise pétrolière qui nous l'annonçait. C'était le fait que la France n'avait pas de ressources propres, qu'elle n'avait pas accès à ces ressources selon les conditions qu'elle se donnait et dont elle était capable. Et on avait le fameux chasse au gaspillage, ça vient de là. On était déjà dans une optique de sobriété, d'économiser l'énergie. On était tout à fait dans la situation dans laquelle on est maintenant, réduire notre empreinte énergétique, trouver une autonomie, sortir des fossiles. À l'époque, c'était beaucoup le pétrole. Ça l'est encore aujourd'hui, le gaz et le charbon en plus, qui sont encore moins disponibles que ce qu'ils étaient à l'époque.
pour moi, on est dans une situation tout à fait similaire et qui probablement appelle le même genre de décision et le même genre de mobilisation un peu collective en se disant on a des objectifs communs à atteindre, ben là il faut qu'on s'y mette tous ensemble. Et Charlotte, alors par rapport au développement massif des ENR qui sont nécessaires, finalement un peu même question, dans quel état se trouve la filière à l'heure actuelle. On sait qu'au niveau des panneaux photovoltaïques, il y en a quand même une très grande partie, voire l'immense majorité qui sont fabriqués en Chine. Parce que on n'a pas été capable de protéger ces industries-là. Est-ce que comment est-ce qu'on s'y prend pour fabriquer, remettre en place tout ce système d'ENR qui dans tous les cas devra être mis en place compte tenu de ce contexte de compétition? Effectivement, il y a quelque chose qui est extrêmement regrettable, c'est que la France, en son temps, a été pionnière sur les énergies renouvelables. La France, en son temps, avait des entreprises comme Photowatt, et il y a eu un manque de soutien politique de ce point de vue-là. Après, moi, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est qu'on dézoome un peu juste du match nucléaire versus renouvelable. Il ne faut pas oublier qu'en fait, la majorité des choses, elles ne se jouent pas uniquement sur la question des moyens de production, elles se jouent aussi sur comment on consomme moins. Et un des leviers qui est fondamental, pour consommer moins, c'est par exemple tout ce qui est rénovation énergétique des logements, qui est vraiment une brique fondamentale si on veut à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire nos consommations électriques et énergétiques, si on veut lutter contre la précarité énergétique, si on veut améliorer aussi la santé de millions de Français. Et ça, c'est un domaine sur lequel le soutien de l'État serait absolument nécessaire. Il commence à y avoir un petit peu d'aide, mais c'est globalement insuffisant par rapport au rythme qu'il faudrait, qui est nécessaire. Et ce qu'il faudrait, c'est effectivement donc avoir un soutien extrêmement fort aux énergies renouvelables, bien plus fort que ce qu'il est actuellement, mais aussi et surtout à une politique d'économie d'énergie, d'efficacité, avec notamment donc, cette question de la rénovation. Et là, actuellement, force est de constater que tout le monde vole au secours du nucléaire, mais cette question de la sobriété, cette question de la rénovation énergétique, elle ne reçoit pas du tout le soutien qu'elle devrait. Alors, je ne suis pas forcément sûre qu'elle ne reçoit pas le soutien qu'elle devrait, peut-être l'attention médiatique qu'elle devrait, ça certainement. Je suis d'accord avec ça. Un soutien aux énergies renouvelables thermiques qui vont permettre d'aller dans le sens de la rénovation énergétique. Qu'est-ce que vous appelez les énergies renouvelables thermiques ? En fait, tout ce qui permet de réduire l'empreinte énergétique en dehors de ce qui est électrique. Donc tout ce qui va être chaleur, tout ce qui va être propulsion mécanique, les moteurs, les choses comme ça, tout ça c'est les énergies renouvelables thermiques. Et aujourd'hui effectivement on a un problème pour ce qui est la chaleur des bâtiments, donc la rénovation énergétique va permettre de réduire la quantité dont on va avoir besoin, mais la quantité qui va rester, il va bien falloir aussi la transformer. Donc ça c'est les pompes à chaleur, effectivement, les pompes à chaleur mais qui s'appuient sur une alimentation électrique, encore une fois. Les véhicules, la transition du parc automobile, ça va être vers du rail, vers du vélo électrique et du vélo normal et du véhicule électrique. On va avoir énormément d'appels d'électricité. Assez récemment, on a eu une plutôt bonne nouvelle, très bonne nouvelle j'ai envie de dire, qui est que ArcelorMittal, qui représente sur un de ses sites 10 et sur l'ensemble 25% des émissions industrielles françaises de gaz à effet de serre, va faire passer ses installations à l'électrique et à l'hydrogène et va ainsi réduire très fortement son empreinte carbone. Ça, c'est de très bonnes nouvelles de réduction de l'empreinte carbone française, mais qui vont s'appuyer sur une augmentation de la consommation électrique. Donc, la sobriété, oui, il va en falloir. Ce n'est pas un objectif en soi, c'est pas un objectif final que de réduire notre consommation d'énergie. Par contre, ça va être un passage obligé si on veut y arriver, parce que je vous rappelle que 2050 c'est dans 30 ans et que c'est dans pas si longtemps que ça, et qu'il faut vraiment focaliser nos efforts et notre attention là où les problèmes sont, et pas s'amuser aussi à remettre en cause, recréer ce qui existe, recréer des filières from scratch, réinventer
des systèmes qu'on n'a jamais réussi à faire fonctionner avant. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on investisse des efforts de la R&D parce que il faut qu'on tienne dans le temps. C'est pas tout d'atteindre le net zéro en 2050. L'objectif, c'est quand même d'aller encore au-delà de ça, et on aura besoin de toutes les énergies décarbonées pour le faire. Et il faut vraiment pas prendre de retard sur rien. Et si aujourd'hui, il faut démultiplier ce qu'on a et ce qui marche pour laisser le temps à ce qui arrive, ce qui est la nouveauté finalement, de fonctionner, il faut le faire. Les énergies renouvelables, si on prend l'exemple de l'Allemagne, je pense qu'il est absolument éclairant et très très important cet exemple, parce que l'Allemagne est un pays européen, démocratique, qui a un niveau de développement qui est équivalent au nôtre, qui a une technicité et une appétence pour l'outil industriel et technologique qui n'est pas démontrée, qui a bénéficié d'un consensus politique populaire pour la transition énergétique vers le 100% renouvelable qui est absolument sans précédent. Et après 500 milliards d'euros investis en 20 ans, ils ont aujourd'hui une empreinte carbone qui est plus élevée que la nôtre, un prix de l'électricité qui est 2 fois le nôtre, des émissions qui ne faiblissent pas, et ils continuent à appuyer la majorité de leur électricité sur des centrales charbon et lignites qui sont encore plus que le charbon. Alors qu'ils bénéficiaient d'ailleurs de l'électricité de Fessenheim à l'époque, c'est quand même dommage. Donc on a un vrai sujet de maturité des technos à court terme qui fait que, oui, il faut aider tout le monde, mais justement, il ne faut pas sacrifier le nucléaire dans cet objectif, parce que sinon on n'y arrivera pas. Charlotte, sur l'Allemagne ? Juste sur l'Allemagne, l'Allemagne partait de beaucoup plus loin que nous, en fait. Ouais, on fait comme si l'Allemagne avait remplacé le nucléaire par le charbon, c'est faux. Le charbon, c'est pas du gaz. Le fossile, même globalement, les énergies fossiles sont en décroissance en Allemagne. Je veux dire, ça c'est quand même démontré. Vous regardez les chiffres officiels et les énergies renouvelables, par contre, connaissent une croissance qui est très importante. Par contre, là où je vous l'accorde, c'est qu'en Allemagne, la question de la sortie du charbon a été trop longtemps repoussée et là, il faut s'y mettre. Et dans les manifestations pour la fermeture des mines de charbon, eh bien maintenant, vous voyez main dans les mains des militants antinucléaires qui viennent et qui participent à ces actions-là. Ouais, sauf que pour l'instant, ils sortent du charbon bien après qu'ils ont prévu de sortir du nucléaire. Ils finissent de sortir du nucléaire cette année. Pour d'autres raisons. Et le charbon, c'est peut-être en 2038. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Oui, mais il faut savoir mettre ses priorités. La question en Allemagne, c'est une question électorale, en fait. Je suis vraiment... Le Land, où sont les plus de mines de charbon, en fait, il y a une question de frilosité à oser politiquement fermer ces mines de charbon quand il y a des personnes qui y travaillent. Ouais, ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure. Voilà. Est-ce que le politique, finalement, a une vision trop courte vue des enjeux? Je pense que là, on a trouvé un point d'accord là-dessus, effectivement. Charlotte ? Ouais, et par contre, je voudrais revenir sur les questions de filière. Là, on dit quelque chose qui marche. Je suis désolée, il y a quand même un historique, j'avais commencé à expliquer un peu, sur la filière nucléaire, c'est-à-dire que depuis qu'on a lancé le PR de Flamanville, ce qu'on a vu quand même, c'est une succession de malfaçons, de retards. On a vu notamment, au fur et à mesure qu'on tirait des fils sur les différents problèmes sur l'EPR, apparaître des scandales énormes. Par exemple, la cuve de l'EPR a mené à des investigations à l'usine, anciennement Areva du Creusot, maintenant Framatome, où on s'est aperçu qu'il y avait un scandale massif de falsification de dossiers, où des dossiers de pièces qui n'avaient pas les qualités requises étaient modifiés pour faire comme si tout allait bien. Le résultat, c'est qu'actuellement, on a des milliers de pièces qui équipent le parc nucléaire français qui présentent des anomalies. On a ce problème massif de dissimulation d'incidents, de malfaçon. Sur quoi vous vous basez C'est tout ce qu'il y a de plus public. C'est tout ce qu'il y a de plus public sur l'usine du Creusot.
Alors, non, pour les falsifications de documents, j'ai effectivement trouvé les informations, mais par rapport aux fuites dans les centrales, vous vous basez sur... Aux fuites dans les centrales, ça c'est encore autre chose. Là, je parle en fait des pièces qui ont été fabriquées dans cette usine du Creusot. EDF tient à jour très discrètement sur son site une évaluation sur un site, c'est pas très discret, oui, mais enfin, il faut et sur le site de l'ASN, voilà, une évaluation du nombre d'anomalies qui ont été recensées sur ces pièces. Je crois que rien que pour la centrale nucléaire du budget, il y en a plus d'une centaine. Et par ailleurs, je voudrais bien finir quand même. Oui. La question, en fait, l'EPR de Flamanville, ce qui s'est passé sur les soudures notamment, ce qui s'est passé sur la cuve, on l'a vu, en fait, c'est-à-dire qu'on partait du principe qu'on avait des équipements qui étaient d'une telle qualité qu'ils étaient censés ne pas rompre du tout, et donc parce qu'ils ne vont pas rompre, eh ben, il n'est pas nécessaire de mettre en place de parade par rapport à la rupture. Le problème, c'est que ce raisonnement, ça fonctionne seulement si la qualité est au rendez-vous. Or là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les exigences de qualité n'avaient même pas été transmises. Pour la question des soudures qui sont actuellement en cours de réparation, eh bien, non seulement les exigences de top qualité n'avaient pas été fournies, mais en plus, ce n'était même pas la qualité standard. Et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionne qu'il y a eu des problèmes à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la fabrication, au niveau de la surveillance, au niveau de la surveillance des prestataires, au niveau de la réalisation sur le chantier. Donc, en fait, on se retrouve avec une filière sur laquelle, je veux dire, les retards de l'EPR, ils ne sont pas arrivés, encore une fois, parce que du fait d'un sabotage des antinucléaires. Ils sont arrivés parce qu'il y avait des problèmes de manque de compétences, des problèmes de manque de rigueur, que ce soit sur la fabrication des pièces, sur la fabrication du béton, sur la réalisation sur le chantier, sur la surveillance sur le chantier. Et donc, à partir de là, se pose la question de se dire, cette filière, est-ce qu'elle est vraiment en ordre de marche pour nous fournir les réacteurs qu'elle prétend fournir ? C'est pas pour rien que EDF a dû mettre en place tout un plan en branle-bas de combat pour dire, oui, maintenant, c'est bon, c'est réglé. Myrto ? Par rapport à l'état dans lequel se trouve la filière. Ce sur quoi j'ai dit que j'étais pas d'accord, c'était pas sur effectivement les constatations alors les dossiers falsifiés qui sont un sujet qui a été extrêmement couvert à juste raison, des questions de malfaçon, de qualité, etc. Effectivement, ces éléments-là sont produits. Ce sur quoi je suis pas d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transparence, que tout ça est caché, que tout ça est un problème, est exceptionnel, etc. Là, par contre, je suis pas du tout d'accord parce qu'il y a quand même une exigence de transparence de la filière nucléaire qui lui est imposée par tout le système démocratique dans lequel on est, par les autorités de sûreté, par l'État, par tout le contrôle législatif qui est appliqué à cette filière qui est sans précédent, comparé aussi à toutes les autres industries qu'on a, qui est aussi le fait des mouvements antinucléaires historiques, qui font ça depuis très longtemps, et finalement tant mieux, parce qu'ils ont poussé finalement à cette excellence de la filière nucléaire, et je pense que peut-être que s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas à ce niveau-là d'exigence, de transparence, de sûreté, de qualité. Donc personnellement, il y a des gens qui me demandent que vont devenir les mouvements antinucléaires dans un monde soumis à la lutte contre le changement climatique. Je leur dis, j'espère qu'ils vont continuer à être un contre-pouvoir constructif, basé sur les faits, tout à fait en mesure finalement d'exercer ce contrôle et cet accompagnement d'une filière qui est amenée de toute façon à se développer parce qu'on ne répondra pas à l'enjeu sans elle. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et là je vais reprendre ma casquette citoyenne, et on peut adresser chacune de ces malfaçons et de ces sujets les uns après les autres, aucun problème. C'est d'abord de dire qu'aucun de ces sujets qui a été cité, des vrais sujets qui ont existé, qui existent, n'ont présenté de problèmes de sûreté et n'ont à aucun moment remis en cause la sûreté des centrales et en particulier d'autant plus des populations. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut savoir que tout ce qui est anomalie, par exemple, ça peut être un écart sur une documentation, sur un processus
qualité, de répertorier un certain nombre de choses dans un certain format, etc. Ça constitue une anomalie, ça constitue un défaut de qualité et c'est transmis en tant que tel. Donc il faut aussi arriver à avoir ce niveau de lecture. Et ensuite, très sincèrement, même s'il y avait des problèmes qui étaient plus importants que cela sur une filière qui redémarre, qui n'a pas encore redémarré, d'accord, qui n'a pas encore eu l'instruction de redémarrer, mais qui effectivement se remet doucement en état de marche parce qu'elle n'a pas été instruite de construire. Là, on parle de la partie construction de nouvelles centrales depuis plus de 20 ans. Donc on réapprend tout ça, donc forcément ça prend du temps. J'avais 16 ans de mémoire. La dernière construction... Ouais, écoutez, ça doit être... donc moi je devais être un petit peu plus vieille que ça, pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc c'est un vrai sujet, mais là si je reprends ma casquette de citoyen, je vais vous dire, écoutez, moi, je ne suis pas toujours en phase avec les pratiques des labos pharmaceutiques, par exemple. C'est pas pour ça que je donne pas de médicaments à mes gamins quand ils sont malades. C'est pas pour ça que je fais un trait sur le truc. C'est pas parce que, par exemple, toute la gestion de l'eau en France a eu ses hauts et ses bas, a été remise en cause un certain nombre de fois dans son organisation, dans son approche réglementaire, dans la manière dont elle a géré finalement l'industrialisation de ce bien-là, que tout à coup on décide de se passer d'eau potable et d'assainissement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on se rend compte qu'on a une solution qui est importante pour remplir un besoin qui est essentiel, critique pour les populations, eh ben on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut, on accompagne, on aide, on corrige, on soutient, on critique, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut pour que ça marche. Charlotte ? Je voudrais juste revenir sur un point. Je veux dire, on parlait de transparence de la filière quand l'autorité de sûreté nucléaire a dû se doter d'un inspecteur spécialisé dans la répression des fraudes, quand même. Et ça existe dans tous les secteurs et dans toutes les filières, et Dieu merci. Enfin, je veux dire... Ça reste humain. Oui, dire qu'il y a zéro problème, que c'est parfait tout le temps, alors que vous avez 220 000 employés, 2500 entreprises qui sont mobilisées en France, ce serait faire preuve d'un aveuglement total et d'une irresponsabilité totale aussi. Donc il y a un contrôle, c'est tout à fait justifié, souhaitable, et j'ose espérer que vous continuerez vous-même à continuer à exercer ce contrôle-là. Ce qu'a montré l'affaire du Creusot, c'est pas juste une affaire de fraude isolée, c'est une question de fraude institutionnalisée en fait. Non. Et si, je suis désolée, quand on en vient à des milliers de dossiers falsifiés, ce n'est pas le fait de juste un employé dans son coin qui a fait ça. Ça veut dire qu'il y avait le fait d'une pratique, effectivement, qui était une pratique historique. Alors, je ne connais pas le détail du truc, d'ailleurs, qui, si mes souvenirs sont bons, alors ça, il faudra vérifier, date particulièrement de avant le rachat par Areva de cette entreprise-là. Et il y en a peut-être, ça a peut-être continué après. Effectivement, les gens ont des pratiques, elles sont corrigées avec le temps. Et effectivement, il faut progresser là-dessus. Il y a énormément de choses qui doivent progresser. Il y a un sujet que vous n'avez pas cité typiquement, le recours aux sous-traitants. Alors ça, c'est absolument emblématique. La filière a un temps, et notamment quand elle s'est remise à la construction avec le prototype de Flamanville, on n'avait pas construit depuis 20 ans en Europe, effectivement a fait appel à beaucoup de sous-traitants. Ça a donné lieu en 2016 à une nouvelle loi qui interdit le recours à plus de 2 niveaux de sous-traitants dans tout ce qui est nucléaire. Et par ailleurs, limite ou instruit plus de contrôle et plus de surveillance des sous-traitants. Et bien ça, c'est quelque chose où c'était allé un petit peu trop loin. Il y a eu intervention, constatation, réglementation, application d'une nouvelle réglementation, surveillance au cas où il y avait des écarts par rapport à ça, et on a corrigé le tir. Et c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Et juste parce qu'on parle beaucoup des sous-traitants, je voudrais juste par contre qu'il n'y ait pas une égalité de fait qui soit faite entre sous-traitants et soi-disant problèmes, parce que les sous-traitants, c'est quand même souvent des spécialistes, des experts sur une petite partie d'un sujet et qui sont capables de apporter finalement leur expertise à plusieurs secteurs, à permettre à ce que les retours d'expérience soient partagés entre les secteurs et les projets. Et donc il faut arrêter de dire que les sous-traitants sont des gens qui travaillent mal, parce qu'il fallait leur dire en face et voir ce qu'ils vont vous répondre. Mais nous, on est en contact avec des sous-traitants. On est en contact, et ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une véritable course à la rentabilité sur les sites qui amène souvent à choisir le moins-disant social, qui amène à privilégier des conditions de travail qui sont de plus en plus défavorables à la réalisation d'un travail bien fait. Et ça, c'est quelque chose dont ils nous témoignent. Et ce dont ils nous témoignent...
Donc vous seriez favorable à ce qu'il y ait à nouveau un monopole public avec, sans recours à la sous-traitance ? C'est ce que demandent les sous-traitants. En tout cas, c'est d'avoir les mêmes conditions de travail les personnes qui travaillent pour EDF. Je pense que dans ces cas-là, plus vous donnerez de visibilité et de mou à une filière, plus elle aura les moyens. C'est ce qu'on constate actuellement, et effectivement, parmi les sous-traitants, il y a des gens qui sont extrêmement qualifiés, qui sont souvent d'ailleurs des anciens d'EDF ou d'Orano. Ce qu'ils nous disent, c'est que très souvent, ces personnes très qualifiées, elles partent en retraite, et de plus en plus souvent, on voit arriver des vagues de personnes qui sont moins qualifiées, ou alors qui n'ont pas leur connaissance empirique du terrain. Il y a un problème de manque de rigueur qui se fait de petit à petit, et là, il y a quelque chose qui est extrêmement inquiétant, en fait. Si vous lisez certains rapports d'inspection, notamment par rapport à, j'ai en tête la centrale nucléaire de Golfech, il est fait état d'un problème de manque de rigueur au fur et à mesure que se renouvellent les générations. Et pourquoi ? Quand on privilégie la rentabilité en fait, d'une installation sur le fait, par exemple, d'effectuer les opérations de maintenance et de laisser le temps nécessaire pour bien faire ça, de laisser le temps nécessaire pour qu'il y ait un tuilage suffisant entre anciens et nouveaux, fatalement, on se retrouve avec des problèmes. De plus en plus souvent, nous, on effectue une veille en fait, sur des incidents qui surviennent sur le parc nucléaire français. On a vu s'accroître ces derniers temps les arrêts de réacteurs non prévus, les problèmes liés à des non-qualités de maintenance, c'est-à-dire de tel ou tel équipement qui aurait dû faire l'objet d'une réparation, qui n'a pas été réparée, ou alors qui a été réparée, mais qui a été réparée n'importe comment. La veille que vous effectuez, oui. Vous rendez public elle est sur notre site. Elle est sur notre site. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller regarder les sites, y compris celui de la SN, y compris celui des exploitants, qui sont extrêmement transparents sur toutes ces questions-là. Juste transparent, des fois on a quand même recours à un langage extrêmement euphémisé, ou par exemple l'exemple qui me vient surtout, par exemple vous avez peut-être suivi donc cette histoire qui a un peu défrayé la chronique avec ce lanceur d'alerte au Tricastin qui alerte au sujet d'une inondation interne qui a été gérée avec les moyens du bord, et là encore il est question d'un écoulement d'eau, mais des termes assez alors qu'en fait, les vidéos à l'appui, il y avait quand même que honnêtement, il faut faire attention, surtout quand ces sujets-là sont entre les mains de la justice en ce moment, et que effectivement, il y a une personne à lanceur d'alerte sur le Tricastin qui a fait état d'un certain nombre de choses, que ces choses sont en état d'investigation, qu'il n'est pas particulièrement soutenu ou corroboré par d'autres employés, etc. C'est peut-être le cas, mais c'est en cours d'investigation, et je pense qu'il faut faire attention de ne pas rapporter des choses qui n'ont pas encore été complètement évaluées. Il y a des faits, et par ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, quand même, sur le fait que toutes les malfaçons n'ont pas altéré la sécurité. Je suis la sûreté des centrales, je suis désolée. Avec le PR de Flamanville, du fait des différentes malfaçons qu'il y a eu, du fait... le PR de Flamanville n'est pas en route, il ne peut pas poser de risque à qui que ce soit, il n'est pas en route. On était face à un réacteur qui était censé présenter la qualité, le niveau de sûreté le plus optimal possible. Eh bien, on se retrouve avec un réacteur qui, n'ayant même pas encore fonctionné, est déjà rafistolé de tous les côtés, avec des performances qui sont dégradées, c'est-à-dire qu'on n'est plus à même... et dégradé, c'est des termes dont je vous laisse la responsabilité. On n'est plus à même... Qui ne sont pas très précis. On n'est plus à même de garantir qu'il n'y aura pas de rupture de certains. Je pense que là où il y a un sujet qui est intéressant, et peut-être pour reboucler avec votre liste que Charlotte a mentionné tout à l'heure, c'est celui du transfert de compétences, et c'est celui du renouvellement des générations et de la transmission de l'expertise. Ça, c'est un vrai sujet, qui est un sujet d'inquiétude qui a été relevé par la filière, qui a été souligné par les différentes commissions d'audit du Parlement, etc. Et effectivement, qui... D'abord, alors je pense pas personnellement que ça soit une question de rentabilité, mais ça joue peut-être un petit peu, j'en sais rien. Je pense surtout que c'est le fait d'un manque de projet,
d'un manque de visibilité d'une filière qui, jusqu'à très très récemment, s'est entendu dire que c'était la fin pour elle, qu'il n'y avait pas d'avenir et donc qu'il y a eu du mal à recruter, qu'il y a eu du mal à former, qu'il y a eu du mal à motiver. Les sous-traitants en particulier sont des gens qui s'intéressent à plusieurs secteurs d'activité à la fois, qui servent aussi bien l'aérospatiale, l'aéronautique, les pétroliers, les nucléaristes, etc. Donc effectivement, s'il y a moins de projets sur le nucléaire, il faut qu'ils se remettent à niveau quand il y en a un une fois de temps en temps. Et donc ça implique un maintien et un suivi des compétences qui est plus compliqué. Ça implique des formations en alternance, en BTS, en ingénierie, qui sont plus difficiles à entretenir en termes de nombre d'élèves, de choses comme ça. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet qui va se résoudre structurellement, en quelque sorte, avec le fait que finalement le nucléaire retrouve un peu de visibilité, un peu d'élan, un peu d'enthousiasme au sein de la population. Moi, je le vois très fortement dans la population des adhérents des voies. Encore une fois, on a beaucoup de jeunes, soit des jeunes qui sont dans ces filières sciences et techniques, soit qui s'y destinent, soit simplement qui sont inquiets et intéressés par la question de changement climatique et qui se sont penchés sur le sujet et qui en sont venus avec... à leurs propres conclusions. Mais je pense que ça se résoudra dans le temps, mais c'est un vrai sujet. On va revenir sur l'actualité. Demain, Emmanuel Macron sera à Belfort. Alors, visiblement, il va annoncer vraisemblablement la construction de nouveaux réacteurs, en tout cas préciser les ambitions françaises dans ce domaine. Et en me repenchant dans les articles des années précédentes, alors en juillet 2019, suite au retard successif de Flamanville, le PDG d'EDF, donc Jean-Bernard Lévy, avait demandé à l'ancien patron de PSA, qui s'appelle Jean-Martin Folz, un rapport sur les raisons pour lesquelles le chantier de Flamanville subissait tous ces retards. Donc les raisons, vous en avez mentionné la plupart, le manque de suivi des compétences de transfert, la trop grande importance donnée à la sous-traitance, le manque d'intégration des sous-traitants aussi dans la gestion des chantiers avec EDF, l'absence de soudeurs aussi, spécialisés sur donc les soudures nucléaires. C'est ce qu'on appelle les soudures de qualité nucléaire, et en fait c'est tous les secteurs de l'industrie française qui sont confrontés à cette question de soudeurs. À cette occasion, Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie, avait déclaré que c'était un échec pour l'ensemble de la filière électronucléaire, et en 2019, le parti pris c'était de ne pas annoncer de nouvelles constructions de réacteurs avant que celui de Flamanville soit en fonction. Là, visiblement, ce qui se profile, c'est que le temps avançant et effectivement la nécessité de prévoir les chantiers pour arriver à cette neutralité carbone en 2050 implique de lancer dès maintenant de nouveaux chantiers, en tout cas de prendre une décision, alors que on a sans doute 10 années de retard, quelle que soit l'orientation qu'on va prendre, les choix auraient dû être sans doute faits 10 ans plus tôt. Là, ce que vous dites aux voix du nucléaire, c'est que finalement, le chantier de Flamanville, c'est celui qui permet de se remettre le pied à l'étrier. Oui, et encore, parce que quand vous prenez un chantier unique qui est borné dans le temps, qui va requérir des compétences qui ensuite n'auront pas forcément d'endroit où aller après, c'est quand même très difficile de mobiliser les gens en leur disant on va vous filer du boulot pour une durée très précise sur un chantier très précis, et puis après on ne sait pas. Donc forcément, quand vous demandez à des sous-traitants, des experts, des jeunes de rentrer en formation, etc., vous avez du mal à les mobiliser. Je pense que quand il y aura une vision, alors en général déjà les réacteurs, si vous voulez vraiment optimiser leur construction, il faut les construire par deux, par paire, et ensuite en série. Et c'est là que vous obtenez un effet de série, comme ça a été le cas sur le parc français, mais ça a été aussi le cas sur le parc suédois. C'est ce que les Chinois sont en train de faire aujourd'hui. C'est ce sur quoi parient les Anglais aussi sur le renouveau de leur parc nucléaire. Donc vous avez besoin de cette visibilité-là
pour commencer à faire en sorte qu'il y ait une filière réellement qui se grée, non pas que dans la maintenance et les opérations des centrales, mais aussi sur la construction, qui est un métier tout à fait pas particulier et tout à fait à part. Donc là, je vous rejoins. Je pense qu'il est effectivement désormais très urgent de lancer la décision, qu'elle aurait dû être prise il y a longtemps. D'ailleurs, dans la loi, normalement, Fessenheim n'était pas censé fermer avant que Flamanville soit en route. Ils l'ont fermé avant. On se retrouve quand même avec une situation extrêmement tendue en termes d'approvisionnement électrique. Donc, c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Effectivement, le chantier de Flamanville est très long, bien plus long que ce qui devrait être. C'est pas très surprenant, c'est un prototype, c'est encore une fois, c'est la relance d'un ensemble d'une filière. Ça subit aussi l'effet Covid que toutes les industries et tous les projets en France subissent. Voilà, c'est un peu long. Dieu merci, on en voit le bout. C'est très bien, hein, parce qu'il va charger en 2023 et il sera en ligne en 2024. Alors, je pense qu'on a impérativement besoin de ça. Début janvier, effectivement, donc le Canard enchaîné a publié un article expliquant que un problème a été détecté sur la cuve et donc le chargement du combustible nucléaire serait repoussé donc, de 2022 au deuxième semestre 2023. Ouais. Ça invite quand même à se demander même presque s'il va fonctionner un jour, enfin, parce qu'on... oui, bien sûr qu'il va fonctionner un jour, enfin, là moi j'ai aucune inquiétude là-dessus, hein. Il est réalisé à bien plus de 90%. Je pense qu'aujourd'hui il faut quand même, encore une fois, remettre, comme ils disent, l'église au centre du village, se ressouvenir de ce qu'on cherche à faire, hein, c'est-à-dire assurer un approvisionnement en électricité décarbonée d'un pays comme le nôtre, et éventuellement d'accompagner aussi la décarbonation des autres, et que de la même manière qu'on accepte finalement les insuffisances, les problèmes, les retards des énergies renouvelables électriques et thermiques, j'aimerais bien qu'il y en ait plus des thermiques, mais vous avez compris, et qu'on cherche à compenser ça en attendant, en repoussant, en accompagnant, et ben, il faut faire la même chose avec le nucléaire. Il faut accepter que ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain et que c'est de la technicité, c'est de l'humain, c'est de l'effort, c'est de l'industriel, et qu'il vaut mieux prendre son temps et faire les choses avec un peu de retard que de le bâcler très rapidement. Justement, il vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien que de le bâcler. Je suis désolée, mais sur le père de Flamanville, on a quand même la bonne illustration qu'on a à la fois pris son temps et qu'il y a eu énormément de malfaçons. Moi, ce qui nous fait peur, c'est que si jamais c'est bâclé. J'aimerais bien que vous m'apportiez des démonstrations un peu plus factuelles. Je veux dire, il y a quand même toute une série de problèmes de soudure qui ont été mal réalisés. Je veux dire, j'ai pas besoin de documenter ça. Ce que je voulais dire, c'est que sur le père de Flamanville... un problème et le corriger, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Sur le père de Flamanville, le problème, c'est que on a observé sur quasiment tous les gros composants, les composants cruciaux sur lesquels il y avait absolument besoin que la sécurité soit au top, on a identifié des problèmes. Sur la cuve, sur les soudures du circuit primaire. Moi, ma grande crainte, c'est que si, sur ces composants qui sont si importants pour la sûreté, on détecte des problèmes, qu'en est-il des autres composants qui sont un petit peu moins regardés? Donc oui, déjà, là, vous invitez à mettre du doute sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'éléments. C'est une question légitime. Si on fait la somme, ils sont plutôt rassurants. On a des éléments quand même sur le fait qu'il y a eu toute une série de soudures mal faites, qu'il y a eu une cuve qui n'a pas été fabriquée dans les règles de l'art. On a des éléments sur le fait qu'il y a un béton qui a été mal coulé. Nous, on a même reçu des documents internes de temps en temps. On se disait mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je suis désolée, il y a quand même une série de défauts. Par ailleurs, et j'aimerais bien parler un petit peu parce que je pense qu'au niveau temps de parole, ce qui est en train de se passer, c'est que... On s'approche de la fin, du coup ce sera votre dernière prise de parole. Il y a une question à la fois donc, de compétences mais aussi de rigueur. Sur le nucléaire actuellement. Et ce qui se passe actuellement, c'est que on nous dit qu'on va à la fois donc lancer de nouveaux chantiers
et mener à bien les travaux qui vont être extrêmement lourds, qui vont être inédits pour la prolongation de réacteurs nucléaires. Là-dessus, quand on voit que d'ores et déjà, pour la simple maintenance des installations nucléaires, le suivi que nous effectuons nous permet de voir qu'il y a des non-qualités de maintenance qui se multiplient. Lorsqu'on voit tous les défauts de fabrication qui se sont accumulés sur le PR de Flamanville, sur des pièces qui, encore une fois, étaient censées présenter une qualité impeccable, on peut avoir les plus grands doutes quant à la capacité de la filière nucléaire à mener dans les temps tout ce qu'elle ambitionne de mener, c'est-à-dire à la fois la prolongation des réacteurs existants et la construction de nouveaux réacteurs, dans les temps, sans dérapage de coûts, sans malfaçon. Là-dessus, on exprime les plus grands doutes. D'accord. Myrto, un mot de la fin? Moi, je pense que la peur et l'imagination n'ont jamais fait des bonnes bases en général, et puis pour les politiques publiques en particulier. Je pense que le fait d'avoir des problèmes, des difficultés, c'est l'apanage de toute construction humaine, et de toute construction humaine qui est difficile, en particulier de choses comme les prototypes, et le fait d'avoir identifié et de prendre le temps de les corriger et de les voir et de les surveiller, c'est plutôt une preuve et une démonstration de qualité et de rigueur. Je pense que s'il y a une chose que l'industrie nucléaire fait bien, c'est de faire démonstration de sa culture de sûreté et de son attention à ce genre de choses. Et surtout, j'en appelle à se poser la question des alternatives. C'est-à-dire que si on recherche la perfection, on ne l'obtiendra jamais. Je pense que ce qu'il faut rechercher, c'est la coopération, la transparence, la qualité, la rigueur. Ça, personnellement, j'ai pas beaucoup de doutes sur le fait qu'elle soit déjà là, et qu'en tout cas, il y a des gens comme Sortir du nucléaire qui seront là et qui vont continuer à être là pour s'assurer qu'elle continue à l'être. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, mais qu'il faut vraiment s'interroger sur les alternatives et sur les objectifs. Et aujourd'hui, je suis la première à être navrée d'admettre qu'il y a aussi peu d'alternatives aux fossiles en présence. J'aimerais qu'il y en ait plus. J'aimerais qu'il y ait plus d'alternatives que seulement le nucléaire, l'hydro, qui a aussi ses réserves, ses avantages, les renouvelables électriques, thermiques. On a plusieurs solutions, on n'en a pas assez, il faut qu'on compte sur l'ensemble d'entre elles. On va s'arrêter ici. Je sais que c'est frustrant et qu'effectivement, un débat sur les nucléaires peut durer 2 ou 3 jours et qu'on n'aurait pas encore fait le tour de la question. Mais on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir participé au débat. Et quant à nous, on se retrouve prochainement, je pense, pour un autre débat, mais cette fois-ci politique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.